Sur notre précédente vidéo destinée aux pépites Renault oubliées, vous avez été très nombreux à réagir. Et parmi vos commentaires, certains modèles signés Renault ont attiré notre attention. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir 10 modèles Renault oubliés que vous avez vous-même sélectionnés. C'est parti! Alors installez-vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez cette vidéo et préparez-vous à redécouvrir l'âge d'or du losange. On démarre immédiatement avec la numéro 10. Numéro 10, Renault Kangoo Bebop, 2009-2012. En 2009, les Français découvrent Avatar au cinéma et Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise, car Renault décide de sortir une voiture inhabituelle. Si inhabituelle qu'elle va créer un genre tout entier, le Renault Kangoo Bebop. Merci à Philippe Graff 5868 de nous l'avoir suggéré. Et si vous trouvez que le nom est étrange, attendez de voir l'engin de Renault. Le Kangoo Bebop est un Kangoo réduit de 40 cm et transformé en coupé. D'après Renault, le Kangoo Bebop devait être un Kangoo fun destiné aux aventuriers du dimanche. Le concept, simple et fou à la fois, prendre un Kangoo, découper le toit, ajouter des arceaux de sécurité façon pick-up américain et créer le premier utilitaire de loisirs français. Carrosserie bicolore, toit ouvrant panoramique en toile, sellerie étanche, tout était pensé pour les aventuriers du dimanche. Mais voilà, le public n'a pas suivi et les raisons sont assez nombreuses. Le Bebop était une camionnette familiale, avec un coffre plus petit que celui d'une Twingo. L'argument du coupé 4 places tombe aussi à l'eau. Quand on achète un coupé, c'est pour avoir de belles lignes, de l'aérodynamique et de la puissance. Le Kangoo Bebop n'offre rien de tout ça, et n'offre que 103 ou 105 maigres chevaux sous le capot. Cerise sur le gâteau de la défaite, les passagers devaient accéder au siège arrière par le coffre et se faufiler dans l'espace entre les deux sièges. Et si vous vous dites qu'ils pouvaient profiter du toit ouvrant, raté. Le toit s'ouvre uniquement au-dessus des bagages. Malgré tout, environ 1400 exemplaires seront vendus entre 2009 et 2012. Heureusement que le prochain modèle a fait mieux. Numéro 9, Renault Alliance Cabriolet, 1985-1987. 1985. Télématin est diffusé pour la première fois sur les ondes. Reagan prête serment aux États-Unis pour son second mandat et élève le contrôle sur le prix du carburant. Et ça donne des idées à Renault. Et si le losange allait à la conquête de l'Amérique du Nord? Il faut dire que depuis la défaite de la Lecard dans les années 70, Renault n'a jamais oublié son rêve d'Amérique. C'est ainsi qu'est née la Renault R9 Alliance, la plus américaine des Renault. Merci à Philippe Jean 5217 de nous l'avoir suggéré. L'Alliance est une R9 fabriquée dans les usines de AMC au Wisconsin. C'est un coupé fabriqué à seulement 10 600 exemplaires entre 1985 et 1987. Capote manuelle, tableau de bord spécifique, finition adaptée au goût local. L'Alliance Cabriolet avait tout pour séduire la clientèle californienne en quête d'exotisme européen. AMC se charge même de remettre la R9 aux standards draconiens américains en termes de sécurité et de pollution. Et elle fait un carton. Entre septembre et décembre 82, 30 000 alliances trouvent preneur. Elle décroche le prix CR of the Year 1983. Renault capitalise sur le succès et lance l'Encore en 1983, une version US de la R11. À partir de 84, l'Alliance et l'Encore perdent du terrain. La raison, le manque de fiabilité. L'électronique est instable et les prestations en dessous des constructeurs américains. Ultime clou dans le cercueil, c'est à ce moment que les constructeurs japonais déferlent sur le marché américain. L'Alliance et l'Encore ne font pas le poids face aux Toyota Camry et Honda Accord. Renault raccroche en 1987 et c'est ainsi que disparaissent les R9 et R11 Made in USA. Malgré tout, environ 623 000 alliances, toutes versions dont 10 600 cabriolets, trouveront preneur. Numéro 8, Renault 3, 1961-1962. Retour en France, début des années 60. L'époque où les plus anciens découvrent Brigitte Bardot et les congés payés. Et à cette époque, la voiture qui régnait sur les routes de France n'était pas une Renault, mais une Citroën, la Citroën 2 chevaux. Renault avait bien tenté de la concurrencer avec sa R4, mais bon, le succès n'a pas été au rendez-vous. Alors l'équipe Renault a une idée de génie. Copier tout ce qui faisait le succès de la Citroën 2 chevaux. Et ça a donné la Renault R3. R3 qui a été suggéré en commentaire par Béguier Jean-Michel 9303 et Pascal Guenug 5960. Construite sur une base de 4L simplifiée question de coût, la R3 était conçue pour offrir une voiture accessible aux classes les plus précaires.
Carrosserie simplifiée, une seule couleur disponible, gris clair, intérieur spartiate, pas de clignotant, mais des flèches lumineuses, pas de jauge à essence non plus. Renault poussait le concept de l'austérité jusqu'au bout. De l'extérieur, impossible de différencier une R3 d'une 4L. De quoi faire trembler Citroën. Sauf que le public a dit non. Car pour rappel, la France était dans les 30 glorieuses et les Français rêvaient de plus de confort et pas l'inverse. Pire encore, la R3 offrait un rapport qualité-prix puissance médiocre. Impossible de dépasser 90 km/h dans une R3. Enfin, son positionnement tarifaire était aussi ambigu. Pourquoi souffrir dans une R3 quand pour 180 francs de plus, vous pouviez avoir une 4L ? Malgré tout, 2571 R3 ont trouvé preneur pendant ces 18 mois de vente. Numéro 7, Renault 4 plein air, 1968-1970. Merci à Brice-Gel 1457 de l'avoir proposé. Mai 68, les pavés volent, les étudiants manifestent et Renault lance une 4L décapotable s'il vous plaît. Le timing était parfait, l'esprit de liberté soufflait sur la France et la 4L plein air incarnait cette soif d'évasion. Bâche latérale amovible, pare-brise rabattable, siège étanche. La plein air était pensée pour les vacances à Saint-Trope autant que pour les balades dominicales en Normandie. Son look, unique. Cette silhouette tronquée, ces lignes épurées, ce côté Jeep civil avant l'heure. Le plein air avait une gueule d'enfer. Problème, elle arrivait en concurrence directe avec la Citroën Méhari, lancée la même année. Et niveau marketing, Citroën avait plus de punch. Résultat, la plein air reste dans l'ombre de sa rivale au chevron. Injustement. Car aujourd'hui, une plein air restaurée vaut autant qu'une Méhari. Et côté fiabilité mécanique, la Renault n'a rien à lui envier. Numéro 6, Renault 14, 1976-1982. En 1976, la France s'apprête à vivre deux changements. Raymond Barre devient Premier ministre, sous président Giscard, et Renault s'attaque à la Golf. C'est la naissance de la R14. Surnommée la poire par ses détracteurs, la R14 avait pourtant tout pour réussir. Traction avant, haillons, suspension indépendante, direction à crémaillère. Techniquement, elle était dans le coup. Son design, signé Robert Opron, cassait les codes. Fini la ligne droite, place aux courbes organiques. Une approche révolutionnaire pour l'époque. L'habitacle spacieux, le coffre modulable, la position de conduite étudiée, la R14 était une vraie familiale moderne. Alors pourquoi cet échec relatif face à la Golf ? La qualité de fabrication, tout simplement. Problème électrique, carrosserie fragile, finition approximative. Renault payait ses années de retard industriel. Mais relisez les essais de l'époque. Tous saluent son comportement routier et son confort. La R14 était une bonne voiture mal finie. Le syndrome français des années 70, en quelque sorte. Numéro 5, Renault 7, 1974-1984. En 1974, les Français découvrent avec horreur que l'essence vaut littéralement de l'or. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils s'apprêtent à vivre la naissance d'une voiture mythique, la R7. Sur le papier, la R7 ne paie pas de mine. Elle reprend la plateforme et la mécanique éprouvée de la R5, mais offre un coffre séparé avec 4 vraies portes. Économique mais bourgeoise, pratique mais élégante, les R7 visaient la clientèle intermédiaire qui trouvait la R5 trop populaire et la R16 trop chère. La version TL, avec ses sièges en velours et ses finitions soignées, concurrençait directement les Peugeot 104 et Citroën GS. Son secret ? Un comportement routier exemplaire hérité de la R5, dans un package plus conventionnel. Les taxis parisiens l'ont adopté, les familles bourgeoises aussi. La R7 est à la Renault raisonnable par excellence. Aujourd'hui oubliée, elle mérite pourtant sa place dans l'histoire du losange. La preuve qu'on peut être sage sans être ennuyeux. Numéro 4, Renault 18 Break 4x4, 1983-1986. 1983 est une année historique pour les constructeurs automobiles français. Car cette année-là, Renault sort la Renault 18, le tout premier break familial équipé d'un vrai 4x4. C'est le lointain ancêtre de modèles comme l'Outback de Subaru ou le XC de Volvo. Merci à André JD de TX de nous l'avoir suggéré. Garde-sol relevé, protection de carter, 4x4 enclenchable par levier au tableau de bord, la R18 Break 4x4 avait tout du baroudeur. Son public cible, les vétérinaires de campagne, les gardes forestiers, les familles nombreuses qui voulaient emmener leur tribu au ski sans se ruiner. Techniquement, c'était du solide, transmission développée avec Ster Push, différentiel autobloquant en option, pneus neige de série. Le problème, le prix. 30% plus cher qu'une R18 Break classique. Elle était hors de portée de sa clientèle naturelle. Et puis, l'image.
en 1985, les Français n'étaient pas prêts pour le concept du lifestyle automobile. Le 4x4, c'était pour les pros ou les riches. Résultat, un échec commercial, mais un précurseur génial. La R18 Break 4x4 avait 20 ans d'avance. Numéro 3. Renault Dauphine 1093, 1960 à 1963. Parfois, les changements de réglementation produisent des merveilles pour les passionnés d'automobile. En 1960, la FIA, ou Fédération internationale de l'automobile, modifie ses règles. Désormais, pour qu'une voiture de course puisse compétir, il faut qu'elle soit produite à 1000 exemplaires. Et chez Renault, ça a donné des idées. Et si on transformait une Renault Dauphine en petite fusée populaire plus rapide qu'une Dauphine Gordini? C'est la naissance de la Renault Dauphine R1093. Le moteur de la Gordini est retravaillé pour passer de 38 à 55 chevaux. Son carburateur est à double corps, sa culasse retravaillée. La Dauphine 1093 gagnait 20 chevaux d'un coup. Cette petite berline au poids plume filait à 140 km/h et démarrait comme une diablesse. Extérieurement, une Dauphine 1093 se remarquait assez vite à cause de ses 2 lignes bleues parallèles et son logo atypique à l'arrière. Seuls 2140 exemplaires ont été produits, ce qui en fait une voiture extrêmement rare. Numéro 2, Renault 18 Turbo, 1981-1985. Petit cours d'histoire. Quelle était la première berline turbo française de série? Mettez vos réponses en commentaire et je les lirai tous un à un. Fin du suspense, c'était la R18 Turbo. La R18 était la voiture de ceux qui voulaient une familiale avec des dons de sportive. Une turbo Garrett, une injection Bosch, 110 chevaux dans une berline de 1 tonne, la R18 Turbo était une révolution technique sage qui se basait amplement sur les choix techniques de la R12. Discrète à l'extérieur, juste un badge turbo et des jantes spécifiques, elle surprend au premier coup d'accélérateur. Ce couple à bas régime, cette sonorité unique, cette faculté à doubler sans effort, la R18 Turbo démocratise la suralimentation. Sa version de 1984 pouvait atteindre 200 km/h et proposer 125 chevaux sous le capot. Seuls 8170 exemplaires seront produits. Numéro 1, Renault Caravelle, 1959-1968. Quand elle débarque en 1959, la France découvre Brigitte Bardot dans « Et Dieu créa la femme » et Renault crée la femme de l'automobile française. Ligne signée par les studios Ghia, carrosserie dessinée par Pietro Frua, assemblage italien, la Caravelle avait tout de la grande dame. Capote électrique, sellerie cuir, tableau de bord en ronce de noyer. Le niveau de finition était digne des plus grands coupés européens. Son moteur Ventoux, dérivé de la Dauphine mais retravaillé, lui offrait des performances honorables pour l'époque. Mais surtout, elle avait cette élégance intemporelle qui fait les icônes. Ses proportions parfaites, cette signature lumineuse unique. Aux États-Unis, elle concurrence les Porsche 356 et MGA. En France, elle était la voiture des vedettes et des bourgeois bohèmes. Brigitte Bardot roulait en Caravelle. Françoise Sagan aussi. La nouvelle vague l'avait adoptée comme symbole de liberté. Aujourd'hui, elle vaut une fortune en concours d'élégance. Et pour cause, c'est probablement la plus belle Renault jamais créée. Une œuvre d'art sur 4 euros, l'âge d'or français incarné. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour soutenir la chaîne.